Bonsoir Gil, bonsoir Patricia. Bonsoir. Donc pour cette nouvelle édition de Studio Lacan, enregistrée le 5 mars, nous avons nos 3 rubriques: Actualité de la psychanalyse, Le divan dans le monde et notre écho de la culture. Alors on commencera de manière tout à fait particulière par l'actualité de la psychanalyse, puisque nous avons la chance d'avoir en duplex notre collègue de Kiev, Olena Samoylova. Ensuite, pour le divan dans le monde, nous avons Patrick Landman et François Le Guil qui viendront nous parler d'un rapport de l'Académie de médecine qui traite de la question de la réglementation de l'offre des soins psychothérapeutiques. Et puis, pour l'écho de la culture, nous accueillerons Alice Affam. C'est parti. Bonjour Olena Samoylova, vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de la New Lacanian School et vous habitez et pratiquez à Kiev en Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous vous accueillons aujourd'hui pour des raisons évidentes à cause de la situation que vous subissez actuellement à Kiev. Ma première question donc sera celle-ci. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous ce dernier temps? Ces derniers temps, à Kiev, c'est plus tranquille, plus ou moins, mais on attend l'attaque qui approche du nord. Le premier jour était beaucoup des attaques aériennes, mais maintenant c'est plutôt les batailles très très dures aux banlieues, aux autres villes, avec beaucoup de morts, malheureusement. Et depuis le 24 février, depuis le début finalement de cette guerre, comment ça se passe pour vous? C'était pas l'orage de printemps, le 24 février. C'était quelque chose de réel qui était là, qui n'y croyait pas jusqu'à la première explosion. Et certainement, c'était notre vie a subi une rupture et surgir l'angoisse, la peur, la douleur, le deuil et aussi la colère. Et aussi, ce que témoigne, c'est le manque de mots. Presque chacun le témoigne de sa façon. Et on cherche tous à quoi s'appuyer. On trouve encore les signifiants dans les discours qui déjà existent. Cet appui significatif que l'on cherche inévitablement et on le trouve, mais ça ne suffit pas. Et parce que cette faille est toujours là, cet manque de mots est toujours là et bon, on se trouvait cette faille, c'est un point où nous sommes réunis en Ukraine et au-delà aussi. C'est l'impuissance aussi devant cette folie, devant ces attaques aériennes. Ici, on se sent impuissante ici, en Ukraine, et au-delà, les gens qui lisent des nouvelles ne peuvent rien faire. Et quand même, je peux dire que cette faille nous ouvre la dimension de l'ordre symbolique. Et on se rencontre là-bas, on se rencontre dans le même signifié, je peux dire, qui ne peut pas jamais être couvert par les significations et
c'est le contraire de ce que l'on attend dans ces moments. Donc dans le vous dites, Olena, vous dites manque manque de mots, vous dites impuissance, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour créer un pont au-delà de ce manque de mots et au-delà de cette impuissance, si vous faites quelque chose? Le groupe analytique, par exemple. Le groupe analytique, si c'est un groupe analytique, on se rend compte de ces réels et ces jouissances qui est là, oui. Et ces failles, on est tous traumatisés. Et on se parle, Oui, il me semble que c'est un poids de décisions subjectives qu'on trouve maintenant à partir de cette faille. Certains vous êtes en lien entre vous? Vous êtes en lien entre vous? Oui, tout à fait. Nous demandons de nos nouvelles, nous partageons tous ces désirs d'être toujours en lien, et toujours. On parle aussi de cette faille, de ce qu'on est impuissant, qu'on fait avec nos patients. Il y a quelques jours, je pense que vous avez assisté à un forum avec auquel plusieurs collègues ont participé. Vous pouvez peut-être nous parler de ça? Oui, des collègues russes et ukrainiens. C'était l'initiative des collègues russes, d'Inga Metrevel et Mikhail Strakov. Donc, c'est 2 jours après le début de la guerre, et c'était fait avec tout le respect, avec cette horreur du réel qui est surgie. Et aussi, malgré cette rupture de la guerre, on n'est pas séparés avec eux, avec les collègues, et nous sommes infiniment reconnaissants pour leur position et pour leur amitié. Voilà, Patricia Bosquin-Carroz, qui est là avec nous, va vous adresser aussi une question là qu'elle avait. Oui, bonsoir. Olena, pourriez-vous nous dresser un tableau de la situation du champ psy en Ukraine et plus particulièrement de la situation de la psychanalyse lacanienne, tant passée qu'actuelle, finalement? On le sait que la psychanalyse ne pouvait pas exister à l'Union soviétique, pas du tout, et tous les champs psy étaient liés à la psychiatrie, à la psychologie classique soviétique, dite classique soviétique, et aussi à la psychologie expérimentale. Et l'action principale de la psychologie soviétique était la conscience et la fonction la plus élevée du psychisme. Bon, donc on avait un lien avec le mouvement psychanalytique, avec les autres approches de psychothérapie. Et parcours de la psychanalyse lacanienne en Ukraine a commencé au début des années 2000. Et c'était par initiative de Judith Miller, il y a un peu plus que 20 ans. Et ça a commencé à Donetsk et Lugansk. En 2008, on a créé le champ freudien en Ukraine, groupe du champ freudien en Ukraine, au sein du champ freudien. Et après cela, nombreux collègues de différentes régions y ont participé. Mais il faut dire que c'était très compliqué pour les praticiens en ce moment-là pour distinguer quelque chose. C'était compliqué au niveau de l'éthique parce qu'on a logé plutôt notre désir à l'efficacité, et c'est pour ça qu'on essayait d'apprendre plusieurs approches. Pas seulement la psychanalyse lacanienne, par exemple, plusieurs approches, et on avait une idée que ça nous fait plus éclairés, plus avertis. Et certains parmi nous, ils restent toujours, ils cherchent cet appui sur les
plusieurs discours proposés jusqu'à maintenant. Et les autres, qui sont, on peut dire, les plus actifs dans le groupe, ils montrent déjà une position plus décisive quant à leur désir à la psychanalyse et à l'éthique de la psychanalyse lacanienne. Olena, je vous arrête parce qu'il nous faut avancer. Encore une question. Est-ce que votre clinique, à vous, se poursuit actuellement? Et comment elle se poursuit? Oui. Et le travail avec les collègues, maintenant, concrètement, comment ça se passe? Certains collègues sont restés à leur ville, certains sont partis, sont évacués. Et moi, je reste à Kiev, je suis toujours à Kiev et je travaille avec mes patients qui sont les plus fragiles maintenant, qui sont restés à Kiev parce que ceux qui sont partis, c'est un peu rompu. Et je peux dire que la présence ici, c'est très important pour eux. C'est quelque chose. Donc c'est important pour vos patients que vous êtes restés à Kiev. Vous Oui, précisez ça. c'est ça. Je peux dire que c'est bien différent des séances en ligne. C'est que nous pouvions avoir lors des pandémies, mais quand même, c'est l'effet de cette présence du réel du corps. Je peux dire, quand tu prêtes ton corps dans cette guerre aussi, quand tu restes, et pour eux, c'est très important. C'est-à-dire que ce que nous disons souvent, qu'il est important que dans la psychanalyse, la présence est indispensable, que l'analyste et l'analysant soient sur place. Ici, il y a une dimension supplémentaire, c'est le fait d'être sur place à Kiev, dans ces moments-là, de ne pas quitter la ville. Oui, c'est trouvé important. Je n'y ai pas pensé avant, mais c'est quelque chose que je pensais à ça hier, après quelques séances avec mes patients, parce qu'au début, c'était pas comme dans une séance courante, quand par exemple la patiente appelle juste après voir l'explosion de la maison voisine, et moi j'entends aussi cette explosion, par exemple. Oui, c'est quelque chose d'inédit et bien terrifiant aussi, parce que je ne peux pas dire que j'y participe aussi. Je suis un peu participante, je suis aussi traumatisée, mais quand même, ça donne l'effet pour se déplacer. Par exemple, même patient, le matin suivant, elle m'écrit « Est-ce que je peux vous envoyer mon rêve ?» Ça. Et avec les collègues, comment ça se passe? Vous faites un travail particulier avec les collègues ces temps-ci? Oui, on a un petit groupe improvisé comme cartel improvisé. Et on l'a formé avec quelques collègues, et on élabore des questions, comment on entend le sujet au moment de cette rupture et des traumatismes, en étant aussi, comme j'ai déjà dit, traumatisé dans le même écart. Et parfois, on a peur avec ces réels, notre réel qui est là aussi, et comment faire entendre et lire la réponse du sujet quand elle cherche cet appui dans le discours du savoir-maître. Bon, merci beaucoup Olena Samoilova d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous à distance de Kiev. Merci. On vous souhaite que ça se passe le mieux pour vous dans la suite. Merci beaucoup. Merci. Et Bonsoir. maintenant, nous allons passer à la rubrique suivante, le divan dans le monde.
Le 18 janvier dernier, l'Académie nationale de médecine a adopté un texte dont le titre est « Psychothérapie, une nécessaire organisation de l'offre ». Ce texte comprend une série de recommandations concernant une réglementation de la formation à la psychothérapie, ainsi qu'une distribution des soins aux patients, fondée sur des considérations économiques et pseudo-scientifiques. Ce texte évoque chez nous des vieux souvenirs, ceux de l'amendement Accoyer que nous avons dû combattre en 2003-2004, suivi du livre noir de la psychanalyse auquel nous avons dû répondre par un anti-livre noir de la psychanalyse. C'est donc avec l'idée qu'ici aussi, dans ce cas-là, une réplique s'impose, que nous accueillons aujourd'hui nos deux invités, Patrick Landman et François Le Guil. Patrick Landman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, psychiatre, psychanalyste, juriste, membre d'Espace Analytique et vous êtes aussi président de Stop DSM. Oui. Et par ailleurs, vous avez ce mouvement, je crois, existe depuis plus d'une dizaine d'années et vous avez dirigé et coécrit plusieurs ouvrages dont l'un est intitulé « Tous hyperactifs » aux éditions Albin Michel. Merci d'être parmi nous. François Le Guil, vous êtes psychanalyste, membre et psychiatre, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et vous avez écrit de nombreux articles, dont un certain nombre ont été consacrés à la psychanalyse appliquée au champ de la santé publique et mentale. Vous êtes aussi un membre actif dans le mouvement Stop DSM, fondé par Patrick Landman. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, une question à tous les deux. Le rapport dont on parle est une prise de position officielle de l'Académie de médecine. C'est noté sur le rapport même. Pourriez-vous nous dire quel est le rôle de cette académie, la signification de cette prise de position, ainsi que la valeur de ce rapport? A-t-il une valeur purement consultative ou bien risque-t-il de conduire à des conséquences sur le terrain et lesquelles? Très rapidement, l'Académie de médecine, nationale de médecine, qui a été fondée il y a 200 ans, presque exactement, en 1820. Avant, c'était la Société royale de médecine, est une institution vénérable et très prestigieuse. Elle a accueilli les plus grands médecins du 19e siècle, Magendie, Claude Bernard, Charcot, le patron de Freud à Paris, et au XXe siècle, Marie Curie en faisait partie, Jacques Ruffier, Jean Dosset, Jean Bernard. Donc c'est vraiment extrêmement, pour nous, extrêmement décevant de voir le niveau intellectuel de ce rapport, qui est vraiment une copie bâclée et dont la médiocrité intellectuelle peut donner à craindre que quelque chose d'autre se cache derrière. Parce que ce n'est pas possible que ces personnes aussi intelligentes et cultivées aient pondu un texte comme cela, qui est franchement ni fait ni à faire. Alors, on a toutes les raisons d'être un peu méfiant. Oui. On va certainement revenir sur les détails de ce qui fait que le texte est aussi de mauvaise qualité, comme vous le dites. Mais peut-être, Patrick Landman, vous avez aussi des choses à nous dire sur cette académie, sur l'enjeu de ce rapport par rapport à... Oui, je pense que c'est une institution très prestigieuse qui a un rôle consultatif. Elle a été refondée en quelque sorte à la Libération, dans les années qui ont suivi la Libération. Il lui avait été donné une mission qui était de conseiller quand même les gouvernements sur les problèmes de santé, et en particulier évidemment les problèmes de psychiatrie et de santé mentale. Je pense qu'elle a petit à petit pas vraiment joué ce rôle en ce qui concerne notre champ à nous, qui est le champ de la psychiatrie, de la santé mentale, mais elle reste quand même, je dirais, écoutée. Et je pense que du fait de son prestige, il faut prendre au sérieux quand elle donne elle fait un rapport comme celui qu'elle vient de faire. Donc prenons-le au sérieux et déconstruisons-le et critiquons-le. À qui il s'adresse, ce rapport? À qui s'adresse-t-il? Je pense qu'il s'adresse au public en général, à la presse, et il s'adresse aussi évidemment aux gouvernants, aux décideurs. Et il s'agit quand même de quelque chose qui est en rapport avec l'offre de soins.
C'est-à-dire que c'est le problème de l'offre de soins. Alors, on aura l'occasion, je pense, d'expliquer pourquoi cette offre de soins est-elle en question pour cette Académie nationale de médecine. J'ai quelques idées là-dessus. Alors peut-être est-ce que vous voudriez bien maintenant l'un et l'autre nous dire quelle est votre interprétation de ce rapport en retraçant peut-être les grandes lignes, les objectifs qu'il a, que ce soit les objectifs explicites et ceux implicites effectivement qui engagent l'interprétation que vous en avez chacun. Ben, je veux bien commencer, oui. Le problème, c'est l'offre de soins, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une nouvelle phase où les psychothérapies vont être remboursées. Lacan l'avait prédit d'ailleurs en disant qu'elles étaient rentables, et il avait raison. Donc, quand on demande un remboursement par la sécurité sociale, on rentre totalement dans le champ médical. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas n'importe quoi, on rembourse des soins. D'où la médicalisation, je dirais, à outrance du champ des psychothérapies, et en particulier du travail des psychologues cliniciens qui se trouvent rabaissés en tant qu'auxiliaires médicaux, puisqu'il va falloir passer, dans ce rapport, il est préconisé, pour toujours des bonnes raisons, qui sont ne pas se tromper d'indication, etc., véritablement que ce soit chapeauté par les médecins, et que donc le travail des psychothérapeutes, en général, psychologues cliniciens ou psychothérapeutes, soit complètement sous la coupe médicale. Et du coup, il va falloir qu'on en vienne à l'évaluation, comme on l'on fait pour n'importe quel traitement médical. Et donc, on va exiger que ces psychothérapies, en général, se passent sous la fourche codine de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, etc. Donc, la psychothérapie est rentable, dites-vous, et vous répondez avec ça à la question de François Le Guil, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Peut-être, François Le Guil. Ce qu'il y a derrière, je crois, c'est effectivement mettre ce qu'ils appellent l'organisation de l'offre, et dont ils estiment qu'elle est nécessaire, la mettre entièrement sous la direction des médecins. Ça, c'est absolument clair. C'est dit... J'ai dit tout à l'heure que c'était un rapport médiocre, parce qu'il y a plein d'endroits où on ne voit vraiment pas où ils veulent en venir. Par contre, c'est très précis dans le résumé introductif. L'examen médical préalable à l'engagement dans une psychothérapie devrait assurer que l'indication le justifie. La solidarité nationale ne saurait être engagée sans ces garanties. Et la psychothérapie est clairement, pour eux, inscrite dans un parcours de soins adapté aux besoins du patient. Donc il s'agit à la fois de déterminer qui a besoin d'une psychothérapie, mais dans l'offre, en l'occurrence, il y a aussi une certaine publicité qui est faite dans le rapport, de manière assez peu déguisée d'ailleurs, pour certaines méthodes, jugées plus utiles que d'autres, pour corriger certains dysfonctionnements, réadapter les patients. C'est un langage assez particulier pour, en effet, une académie dont vous rappeliez le prestige. Il y a un parti pris qui semble... Il y a un parti pris qui est extrêmement manifeste, sous une forme condescendante, ironique et peut-être méprisante. Ils indiquent effectivement toute une série, dès la page 2, ils indiquent toute une série de ce qui constitue pour eux le vaste domaine des psychothérapies, et elles sont mises un petit peu dans l'ordre, qui est le désordre qui leur convient, semble-t-il, et en précisant, il existe des centaines de techniques psychothérapiques, les thérapies systémiques ou familiales, etc., ils aiment ça. Et puis, il y a la médecine, il y a la psychanalyse, dont ils disent qu'elle est malheureusement inféodée à des théories, et elle est tout de suite comparée à la méditation. Et à l'hypnose. Et à l'hypnose, et ils indiquent de la psychanalyse, c'est la seule façon dont ils en parlent, qui a été mise au goût du jour par le cinéma et la littérature. Enfin, c'est tout à fait méprisant, et paradoxalement, c'est un rapport moins offensif et moins menaçant immédiatement que l'amendement Accoyer l'était, mais c'est un rapport beaucoup plus sournois.
et avec une condescendance, un mépris extrêmement sensible. Oui, il parle des adeptes, entre guillemets, de la psychanalyse. Absolument, absolument. C'est très étonnant que au fond, personne ne s'est trouvé à tempérer ça. Alors, l'équipe qui constitue, qui est déclarée être les auteurs de ce rapport, j'ai réussi à voir qui était qui. Il y a 12 personnes, dont 2 conseillers d'État, un président de chambre à la Cour des comptes, et puis tous les autres sont des médecins, professeurs de faculté souvent, la plupart officiellement déclarés dans la médecine quantitative et dans les thérapies comportementales. Enfin, c'est très clair. Avec des trajets extrêmement prestigieux, il y a des doyens, il y a des professeurs, mais aucun n'échappe à ce profil d'une orientation préalable très marquée. Ça, c'est tout à fait sur les 12. Et c'est très sensible dans la présentation de cette offre. Ah oui, c'est très impressionnant. Il y a notamment un médecin qui est médecin et conseiller d'État et qui s'enorgueille d'avoir soutenu sa thèse avec Jean Cottereau. Jean Cottereau, qui est un des grands contempteurs de la psychanalyse depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est très clair. Bon, écoutez, nous allons écouter maintenant pour l'écho de la culture Ali sa femme. Vous restez avec nous et ensuite on poursuivra cette discussion. Merci. Bonsoir Ali sa femme, vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Vous nous avez rejoint pour un écho de la culture consacré à un roman de Jeanne Benhammer. On vous écoute. Merci. Alors, Jeanne Benhammer signe un très joli roman en ce début d'année. Elle y suit Simon Lumin, psychanalyste désabusé. Si ses patients et son désir étiolé d'analyste le soutiennent, il y a un reste non réglé qui l'encombre. Simon décide alors de partir dans une sorte de voyage initiatique, telle une ultime tranche qui ne se passerait pas sur un divan, mais sur les îles Yaeyama. Le roman s'ouvre sur une brisure, un bol cassé, qui a valeur de perte pour Simon. Elle le déloge et il ne peut alors plus reculer. L'intérêt de ce roman est la grande affinité de l'auteur avec la psychanalyse, et cela transparaît dans son écriture. La pomme, c'est l'alphabet, écrit-elle poétiquement, et on l'a tous mangé. C'est de cela dont on vient guérir sur le divan, de ce que la langue a parasité le petit humain dès sa naissance, en y déposant sa trace de jouissance rétive au sens. La littérature a cela de sublime qu'elle offre une lecture plus énigmatique à la chose. Et ce n'est pas sans nous enseigner. Pour Simon, le temps de la parole est passé, et il n'a pas suffi. Il lui faut alors mettre son corps en jeu. En partant, il choisit de se séparer, ou plutôt de s'arracher à tout ce qui le retient. Ses patients, son chez lui, une femme, pour aller vers l'inconnu, l'intranquillité, le hors-sens. En un mot, il choisit l'exil. Vous nous avez dit que Jeanne Benhammer s'est intéressée au sujet d'avant la langue. Là, d'une certaine manière, elle semble s'intéresser au sujet d'après la langue. Oui, tout à fait. Elle interroge dans son style romanesque ce qu'est une fin d'analyse. Quand tout a déjà été dit, analysé sur le divan, il y a un reste qui est hors langage, une jouissance rivée au corps. Et la cession de cette jouissance ne passe plus par le défilé des signifiants. Ce roman l'attrape avec finesse. Simon quitte ainsi les zones familières de la langue en choisissant le Japon. Dans une certaine loss in translation, il cherche à ne plus s'appartenir vraiment. Lacan l'écrit dans Littérateur. Le Japon, c'est la traduction perpétuelle faite langage. Akiko et Desuke, le couple qui l'accueille, font interprète. Et Simon chemine entre deux langues. Desuke, en témoin pour ses mots, en silence bruissant, fait fonction d'analyste. Il n'essaye pas de comprendre,
et manie, silencieux, l'art du kintsugi, celui de sublimer les fissures d'un objet brisé par de l'or. L'objet est couturé de lignes d'or qui dessinent des courbes, des zébrures, parfois juste quelques points comme si on avait cousu les bords ouverts d'une blessure. Et c'est beau, étrangement beau. Alors cet art du kintsugi, vous semblez dresser avec lui un parallèle avec la psychanalyse, si on vous suit. Tout à fait. Dans l'art du kintsugi, la valeur de la fêlure est agalmatique. C'est elle qui fait la singularité de l'objet et raconte son histoire. Elle est une écriture. La brisure fait la singularité de l'objet dans le kintsugi et du sujet dans la psychanalyse. Puisqu'à l'origine du par-l'être, il y a rature, litura, nous dit Lacan. Et c'est ce qui fait littoral pour le sujet. Ce lapsus calami inaugural de l'inconscient, tout en se faisant taire, se taire. Et c'est en le cernant, cet art incurable, que l'analyse permet d'en faire une cause, un élan vital, tel un bol kintsugi. Ainsi, à partir d'une brisure, Simon se remémore patiemment les traces de jouissance illisibles jusqu'alors. Ces traces, une fois perçues, lui permettent de relire son histoire à rebours. Pas de happy end, pas de mot de la fin à ce voyage, mais un désencombrement, une légèreté qui vivifie et fait circuler de nouveau le désir. Merci Alissa Femme pour cette rubrique et cet écho de la culture poétique. Maintenant, nous allons revenir à notre rapport un peu moins poétique, si vous le voulez bien, François Le Guil et Patrick Landman. Et peut-être pour réouvrir la discussion dans ce second temps, au fond, on vient d'aborder la manière dont sont présentées ces différentes psychothérapies et le biais avec lequel elles sont présentées. Le rapport a des allures scientifique. Est-ce que pour autant il l'est selon vous? Vous avez déjà donné quelques indications là-dessus, mais est-ce que vous pourriez préciser en indiquant quand même précisément comment il est écrit et comment sont présentées ces psychothérapies? Elles sont présentées, à mon avis, de façon très sommaire. Quant aux références bibliographiques, elles sont relativement courtes. Et ancienne, non? Ancienne, je pense que c'est un rapport qui mériterait quand même d'être repris, surtout qu'il y a des... Et François a raison, il y a des gens très prestigieux, ils auraient pu faire quelque chose de plus, je dirais, documenté, de plus j'allais pas dire up-to-date, mais peut-être un peu plus en rapport avec, je dirais, ce qui se joue, et en particulier deux choses qui me paraissent essentielles. Une, qui est que depuis qu'il y a cette épidémie, il y a une véritable, je dirais, expansion de la demande de parler. Les gens demandent à parler. Il y a un retour, sans vouloir être pédant, il y a un retour du par-l'être et de son exigence de parler dans le champ de la santé mentale, dans le champ de la, je dirais, de la demande. Donc l'offre de soins doit s'adapter aussi à cette nouvelle exigence qui est absolument corroborée par tous les praticiens et par tous les gens qui s'intéressent, je dirais, à l'actualité de les demandes. C'est débordé, les gens demandent à parler. Ils se méfient même des médicaments et ils ne cherchent pas nécessairement telle ou telle méthode, mais ils ont besoin de parler. Ils savent très bien, quelque part, que les psychanalystes ne sont pas si mal placés que ça pour écouter, prendre au sérieux cette demande. Alors il y a un coup de patte sur écouter la plainte, je ne me souviens plus exactement, c'est un coup de patte, mais on n'est pas là évidemment pour faire de la compassion ou de l'empathie superficielle. On est quand même, les psychanalystes sont pas du tout je dirais, des adeptes d'une doctrine. On s'adapte à la réalité aussi, au réel de la clinique. Sinon, on n'est pas psychanalyste. Mais on a un certain nombre d'exigences, je dirais, éthiques et d'exigences scientifiques. Alors, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que ce soit un rapport qui soit vraiment un modèle scientifique. Non, je suis déçu, enfin, parce qu'il y a des gens que j'estime dans les noms qui ont été... non seulement les noms du 19e siècle ou du début du 20e siècle, mais même actuels. Il y a des gens pour qui j'ai de l'estime et que je ne comprends pas comment ils ont pu mettre leur nom dans quelque chose qui me paraît quand même pas à la hauteur des enjeux.
de cet enjeu de parole. Donc, de cet enjeu de parole. Il y a comme une volonté de répondre à cette demande très forte en organisant, entre guillemets, un marché. Et puis il y a un autre point, je dirais, après je me tairai, mais il y a un autre point qui est, il vient de paraître en anglais, un livre de Thomas Insel, qui n'est pas n'importe qui est quelqu'un qui a dirigé pendant une décennie le NIMH, c'est-à-dire en gros le CNRS échelle américaine uniquement consacré à la santé mentale, donc une énorme machine, et qui explique, il faut le lire ce texte, il faut absolument le lire ce livre, il explique à quel point il s'est complètement planté dans la façon d'avoir à ce point voulu scientificiser, enfin c'est un pouce à la science incroyable, comme pour reprendre l'expression de Lacan, mais il explique, et en plus, à un moment donné, il explique qu'il a été interrompu dans un exposé qui était scientifique, ça, par un père de schizophrène qui lui a dit, enfin, tout ça c'est bien joli, mais mon fils, il est sans travail, il est sans domicile, et ça fait 50 fois qu'il rechute, on lui donne des médicaments, etc. De quoi vous me parlez là? Et il dit qu'il a été extrêmement choqué par cette intervention qui tombait. Alors donc on a vraiment là un problème, c'est-à-dire que la psychiatrie est... Oui, finalement, il y a de quoi être choqué quand on entend à la fois que vous dites qu'il y a une vraie demande de parler et que la réponse dans le rapport, c'est faites de l'EMDR, il faut répondre aux dysfonctionnements, tout sauf une invitation à accueillir finalement la parole et une phrase en effet pour dire qu'il faut se méfier de l'écoute de la plainte. Vous voulez peut-être réagir à ça, François Le Guil? Non, oui, bien sûr. Je voudrais prolonger un peu ce que vient de dire Patrick. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas l'état de la clinique psychiatrique aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas le caractère complètement éclaté de cette clinique. Tu parlais de Thomas Insel, qui lui, manifestement... est très au fait, ton ami aussi Alan Francis, qui ont été aux avant-postes pour essayer de fonder un relais clinique à la clinique classique dans les années 80, en sont revenus et ont l'honnêteté très américaine d'ailleurs de dire toutes ces histoires de DSM, toutes ces nouvelles catégories, ces 500 nouvelles maladies, tout ça n'a aucun sens. Et donc... ils font l'impasse là-dessus. Et ça, je trouve que c'est... j'ai parlé de copie bâclée, mais il y a quelque chose d'assez sournois. Et on voit bien qu'est-ce qui s'avance quand même derrière. Je cite par exemple, pour le nécessaire apprentissage de la clinique psychiatrique et de ses dimensions psychopathologiques, avant de prétendre au titre de psychothérapeute, des conventions devront être établies entre les structures accréditées pour la formation aux activités de psychothérapie et les établissements sanitaires, à l'instar de ce qui existe pour les écoles de médecine. Il serait notamment important de mettre en place un internat clinique de 1 an, au moins pour les futurs psychologues. C'est véritablement une proposition, je vais lâcher peut-être un mot un peu fort, mais d'enrégimentement de toute la psychothérapie, de tous les psychologues, sous le chef de la médecine, alors qu'ils ne peuvent pas ignorer, étant donné leur qualité et le fait qu'ils sont dans cette académie, parce qu'ils sont parfaitement au courant de cette actualité, ils ne peuvent pas ignorer que la clinique psychiatrique est hors d'état aujourd'hui de fournir un modèle unique à qui que ce soit. Ce qui est derrière, quand même, ce qui apparaît derrière... c'est tout de même une conception de plus en plus ouvertement et toute honte bue de neurologiser la psychiatrie. C'est au fond de partir du point de vue qu'aujourd'hui plus personne ne doute qu'avec l'imagerie, avec toutes les techniques de plus en plus perfectionnées, on va pouvoir mettre exactement le doigt sur ce qui se passe dans le cerveau malade. Et là, ils ne sont pas drôles du tout, parce qu'ils nous fournissent... je l'ai relu encore ce matin, je songeais avec nostalgie à cette belle phrase de Baillarger « J'ai pesé avec soin le cerveau de l'homme ». C'est une très belle phrase de Baillarger, je crois, en 1853. Là, on voit bien qu'ils
ils ne se sentent plus devant ce qu'ils imaginent que va leur offrir toute l'imagerie moderne, alors que ton ami François Gonon dit bien que, au fond, tout ça n'a aucun sens, que cette imagerie, pour exaltante qu'elle soit, pour exaltante que soient tous ces progrès de l'exploration cérébrale, ça passe à côté. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Donc, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est encore une science? La neurologie, ça devient de plus en plus une science. La neurologie, oui. La psychiatrie... Et une fois qu'elle est appliquée de cette façon-là. Moi, je trouve qu'on emploie aujourd'hui, à tort et à travers, l'adjectif scientifique au lieu de parler de rigueur intellectuelle. Je veux dire, c'est ce que développe Foucault dans Naissance de la clinique. Il dit qu'au fond, c'est pas une science à proprement parler, mais c'est un nouveau mode, c'est une nouvelle modalité. La clinique telle qu'elle naît au 19e, c'est une nouvelle modalité de la cohérence scientifique. Et après tout, on peut faire de la psychiatrie et être extrêmement soucieux de la cohérence scientifique. On peut voir effectivement quelle opération est nécessaire pour avoir un discours efficace quant à l'action des médicaments. On peut voir exactement, dans les techniques qui sont proposées, comment il est nécessaire pour ceux qui étudient l'effet des médicaments, d'éliminer toute une part de la subjectivité. Et je n'ai pas du tout envie de les critiquer. Ils sont tout à fait adaptés à leur projet, mais qu'on le reconnaisse. Oui, je souscris à ce qu'a dit François, que c'était très bien expliqué. La psychothérapie, je dirais, la psychanalyse appliquée à la psychothérapie, appelons ça comme ça, qui n'est même pas des variantes de la cure type. C'est autre chose. Tout le monde n'accepte pas de le faire, ce genre de travail. Bon, il y en a qui... on sait que les gens qui ont fait ce type de travail, d'appliquer la psychanalyse à la psychothérapie, se sont soumis, je dirais, à une évaluation. Et il y a évidemment des tas je dirais, d'études qui montrent que c'est très efficace. C'est très efficace pour un certain nombre de pathologies, et pour pas dire beaucoup de pathologies. Donc, de ce point de vue-là, s'ils avaient voulu être rigoureux, ils auraient dû tout à fait reconnaître que la psychanalyse appliquée à la psychothérapie a sa place dans le champ des psychothérapies. Simplement, je pense que c'est là où on rejoint peut-être une certaine préjugé ou un a priori contre la psychanalyse, puisqu'ils n'ont pas documenté ces études qui sont extrêmement nombreuses. Il y a une étude de François Gonon et de Pascal-Henri Keller qui recueille l'ensemble, je dirais, des études à l'échelle internationale qui montrent l'efficacité, je dirais, de la psychanalyse appliquée à la psychothérapie. Ce qu'on appelle habituellement les psychothérapies psychanalytiques. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je préfère employer ce mot de psychanalyse appliquée à la psychothérapie. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage, parce que c'est un rapport de la part de l'Académie nationale de médecine. Moi, je m'attendais à un rapport plus honnête intellectuellement, j'entends, plus documenté, plus fouillé. Plus rigoureux. Et plus rigoureux, oui, voilà, tout à fait. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être y a-t-il d'autres raisons. Je les ignore. Hein. Je ne leur prête pas des intentions particulières. Je lis simplement ce qu'ils ont écrit. Donc vous soulignez l'un l'autre la médiocrité de ce rapport. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous pensez importants à souligner? Oui, c'est moi qui ai employé le terme de médiocrité, parce que je m'emporte volontiers. Je dirais l'extraordinaire faiblesse. L'extraordinaire faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je l'ai lu et relu, on est dérouté. On est dérouté parce qu'on se dit, mais c'est impossible. Enfin, l'Académie de médecine, moi, ça fait plus d'un demi-siècle que c'est vraiment une maison que j'admire. Enfin, l'histoire, les gens qui y sont, tout me pousse à célébrer cette institution. Et là, vraiment, une déception majeure avec des phrases menaçantes. Avec des phrases menaçantes qui sont: il faut absolument mettre
tout ce qui est de l'ordre du champ psychothérapique sous la tutelle médicale. Ça, c'est quand même très clair. C'est quand même très clair. J'ai lu 2 citations seulement, il y en a un petit peu partout. Encore une, la prise en compte de l'opportunité d'une évaluation médicale précédant la prescription d'une psychothérapie. Enfin, je ne sais pas dans quelle société ils vivent. Je crois qu'un des dangers qu'ils ont peut-être senti sans le savoir, c'est que la plupart des psychanalystes pratiquent ce qu'on appelle, faute de mieux, la psychothérapie. Que c'est même pour de très nombreux psychanalystes, soit en institution, soit chez eux, quelque chose de tout à fait important dans leur travail et dans leurs occupations. Qu'au fond, les psychanalystes sont extrêmement aux avant-postes pour tout ce qui concerne l'accueil des gens hors les cures analytiques. Et je crois que c'est ce mot de psychanalyse appliquée qui leur est apparu probablement, sans qu'ils se l'avouent, comme extrêmement dangereux. Enfin, j'imagine. Il faut bien que je leur trouve une raison. Donc, si je résume tout ce que vous nous dites, c'est d'une part manque de rigueur, Oui. D'autre part une certaine opposition à la psychanalyse, opposition à la psychanalyse, notamment la psychanalyse appliquée. Voilà, donc c'est à ça que nous voulons répondre, oui. Enrégimentement de la psychothérapie en général parce que s'il faut que ce soit remboursé, ce qu'on disait en début d'émission, il faut que ça passe effectivement par la médecine. Donc une réponse un peu autoritaire et biaisée par rapport à la demande grandissante Bien sûr. d'avoir un espace pour parler. Tout à fait. Bien. Merci à vous deux. Merci à tous les deux. Merci à Alice. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à l'émission hebdomadaire de Studio Lacan qui aura lieu donc le samedi 19 mars à 18h30 précise. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.